Allez, si vous voulez bien. Si vous voulez bien, on va reprendre pour la dernière ligne droite de la journée. Je dirais le troisième défi même de l'après-midi. Le premier pour le Crésam, c'était de tenir en haleine pendant le temps de sieste. Catherine, c'était de nous tenir en haleine aussi en visio depuis Lille. Et pour vous deux, ce sera de nous tenir en haleine jusqu'au bout avec d'autres questionnements complémentaires et par rapport à déjà tout ce qui a été dit, mais je crois qu'on va apprendre de nouvelles choses. Et c'est aussi l'arrivée d'ici, effectivement, qui a été un peu épique. Très bien, écoutez, je vous laisse la parole. On se donne donc 40 minutes à peu près, 5 minutes de questions, et ce sera le temps de la conclusion. Bonjour à tous. Nous remercions déjà les organisateurs de nous avoir invités pour cette journée. Et c'était en effet un défi de venir ce matin, mais nous sommes là, donc voilà. Donc nous représentons le centre Robert Laplane. Le centre Robert Laplane est un centre national de ressources pour les handicaps rares. Le centre Robert Laplane intervient sur deux types de populations, à savoir pour des situations de personnes sourdes avec handicap associé, ainsi que pour des personnes présentant des troubles complexes du langage. Merci à Catherine Copin et au Crésam d'avoir présenté les missions des centres nationaux, parce qu'en fait, ce sont effectivement les mêmes pour nous, pour ces deux types de populations. Nous nous déplaçons sur les lieux de vie des personnes en situation de handicap. Nous avons cette mission d'expertise et puis d'accompagnement des aidants et des professionnels. Nous intervenons aussi quelquefois ponctuellement de façon directe auprès des personnes en situation de handicap rare pour jalonner leur parcours de vie et notamment lors des situations de transition, de rupture parfois. Donc, donc nous allons intervenir de façon un peu décalée par rapport à la journée, à ce qui a été dit dans la journée. Nous allons nous décentrer un peu des outils de communication et de l'importance d'avoir des outils de communication adaptés pour prévenir les troubles du comportement et dans ces situations de rupture et de transition. Donc nous allons remonter le fleuve un peu, nous allons aller encore en amont, et même en amont de ce dont je parlais ce matin par rapport au dessin situationnel. On va aller à l'importance de l'évaluation des compétences et des troubles, et de façon pour deux choses. Cette évaluation, c'est d'abord une évaluation qu'on appelle fonctionnelle, hein. Il ne s'agit pas de faire des séries de tests, mais c'est une évaluation qui est menée d'abord par l'observation, une observation fine qui est croisée avec l'analyse du dossier, croisée avec les observations de la famille, croisée avec l'histoire de la personne. Bon, voilà. Et cette observation, cette évaluation sert essentiellement à la compréhension de la personne et la compréhension des troubles et des compétences qui, pour nous, est également importante, aussi importante peut-être, mais bon,
part égale, avec l'importance des outils de communication adaptés. Cette compréhension est importante justement dans la prévention aussi des troubles de comportement dans ces situations de transition, parce que c'est une compréhension qui doit être explicitée. Voilà. Et l'explicitation des troubles et des compétences à la fois à la famille, à la fois aux professionnels et souvent à la personne elle-même, l'expérience nous a montré que cette explicitation pouvait lever beaucoup de difficultés de comportement. Donc voilà, on remonte encore en amont de la communication. Donc pour ce faire, on va vous raconter une histoire. C'est la fin de la journée. On va raconter une histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire de Fatoumata. Voilà. Et donc Anne va vous raconter cette histoire. Et pendant ce temps, je jalonnerai visuellement le parcours de cette jeune fille. Voilà. De sa naissance jusqu'à l'âge qu'elle a maintenant. Et après, nous en parlerons justement dans un sens d'interaction de tout ce qui s'est passé dans sa vie, y compris de ses troubles, ses compétences, son histoire. Enfin voilà, on verra. C'est donc l'histoire de Fatoumata. Fatoumata est née à Bamako en 2006. Elle est le premier enfant de la maman. Le papa a quant à lui 2 filles d'un premier mariage. Aucun antécédent familial n'est mentionné par les parents. Nous ne disposons pas d'éléments précis sur les circonstances de sa naissance, mais dès l'âge de 6 semaines, ses parents l'accompagnent en France du fait d'une situation médicale préoccupante. Fatoumata est accueillie à l'hôpital Necker. Elle présente des difficultés de succion et de déglutition. Elle perd du poids et on procède à une renutrition. Elle est alors opérée d'une malformation cardiaque et aortique complexe à l'âge de 5 mois. Dès lors, Fatoumata récupère une croissance satisfaisante, mais la maman garde un souvenir extrêmement difficile de cette période. Le suivi post-opératoire dans un autre hôpital parisien est important. De ce fait, Fatoumata et sa maman restent vivre en France et ne repartiront pas. En revanche, le papa revient au Mali. Un accompagnement bi-hebdomadaire en SAFEP est proposé à Fatoumata, qui a alors 9 mois. Elle bénéficie de séances en psychomotricité et une éducatrice intervient également pour lui proposer des signes de la LSF. Sur le plan médical, une suspicion de syndrome Charge est évoquée. Les parents sont dirigés vers une consultation hospitalière spécialisée dans le suivi d'enfants présentant ce syndrome. Fatoumata, alors âgée de 2 ans, présente en effet une morphologie faciale évocatrice, une cardiopathie, une surdité bilatérale pour laquelle elle sera appareillée, une atteinte complète des organes vestibulaires et une agénésie des bulbes olfactifs. Des lunettes sont prescrites pour un trouble de la réfraction, mais la présence d'un colobome rétinien est écartée. Apparaîtront également au cours de son développement une syphose dorsale haute nécessitant le port d'un corset. Au premier plan sont observées par le médecin des difficultés sur le plan moteur et une agitation importante. Fatoumata se déplace essentiellement à 4 pattes, la tête très proche du sol ou même sur le dos. Comme beaucoup d'enfants porteurs de ce syndrome, la verticalisation n'est pas acquise du fait d'importants troubles de l'équilibre. Fatoumata est toujours en mouvement et ne semble pouvoir être dans l'interaction que lorsqu'elle est bien calée. Le médecin s'inquiète de la mauvaise qualité de sa fixation visuelle. Or, malgré une réhabilitation auditive de bonne qualité, Fatoumata ne semble pas s'intéresser à la voix.
Elle ne produit pas de son à valeur signifiante. Une communication orale semble donc peu envisageable pour cet enfant. De ce fait, un projet linguistique axé sur la langue des signes pourrait par la suite lui être proposé. Mais ceci impliquerait une attention visuelle de qualité. C'est pourquoi des conseils visant à exercer la stabilisation du regard sont donnés aux parents lors de cette consultation. Sur le plan familial, Fatoumata vit avec sa maman dans un foyer. Toutes les deux partagent le même lit. L'espace de vie, une seule pièce, est extrêmement réduit. Madame sort très peu, a le sentiment d'être seule et déracinée en France où elle n'a pas de famille. Elle se sent responsable du handicap de sa fille, et même rejetée. Dans la culture de son pays, c'est la mère qui est responsable, me confiera-t-elle. Le père vit essentiellement au Mali. Les visites à sa fille restée à Paris sont rares. Il contacte le centre Robert Laplane alors que Fatoumata a 2 ans. Il souhaite s'assurer que l'accompagnement actuel de sa fille est adéquat. Les parents de Fatoumata ne communiquent plus vraiment entre eux et un contact est pris directement avec la maman. Celle-ci s'empare facilement et rapidement des conseils donnés par le centre Laplane. Elle est consciente que la surdité n'explique pas à elle seule les difficultés de sa fille et qu'un accompagnement spécifique est nécessaire. Elle a le sentiment que sa petite fille n'est pas comprise par les professionnels. À l'initiative du médecin du centre Robert Laplane, des échanges s'organisent avec le SAFEP afin de mieux comprendre la complexité des troubles de cet enfant. Progressivement, la nécessité d'une prise en charge globale s'impose pour Fatoumata. Suite à nos conseils, elle est accueillie dès l'âge de 2 ans et demi dans un centre spécialisé qui accueille des enfants de 3 à 14 ans présentant des troubles complexes du langage avec ou sans surdité. Une démarche de communication par dessin situationnel et par pictogramme y a été créée et expérimentée et partagée par tous les professionnels du centre. Malgré cette approche, Fatoumata surprend par son agitation importante, ses interventions brusques vis-à-vis de ses camarades ou des professionnels, ses cris, sa difficulté à regarder et à comprendre son interlocuteur signé, son trouble majeur d'expression en LSF. Lors des moments informels, à l'extérieur de l'établissement ou simplement en dehors de sa salle de référence, Fatoumata doit être tenue fermement par la main car elle court de façon désordonnée et est en déséquilibre permanent. Elle recherche des contacts très appuyés avec les professionnels qui l'entourent. Elle les enlace avec force au point même de les faire tomber. En extérieur, il est difficile pour Fatoumata de suivre un dialogue en langue des signes. En situation dirigée, elle est au contraire beaucoup plus réceptive à un échange. Il est toutefois nécessaire que cet échange soit soutenu par des traces écrites permanentes, dessins et pictogrammes. Elle montre alors des compétences jusqu'alors passées inaperçues sur le plan conceptuel, établit des liens entre diverses notions présentées sous forme de dessin et développe une compréhension abstraite des situations sans passer par le langage oral ou signé. Son repérage dans le temps s'installe avec beaucoup de précision et Fatoumata se réfère constamment à son agenda. En revanche, des manifestations de frustration apparaissent sous forme d'agitation et de cris lorsqu'elle ne peut pas anticiper un nouvel événement ou en cas d'imprévu. Elle présente également des obsessions, notamment sur les animaux, réels ou en peluche, qui entraînent des attitudes inadaptées. Au fil des années se dessine le profil d'une enfant sourde, très gênée dans ses déplacements, dans sa communication, dans son lien aux autres et dans son accès aux apprentissages. Au centre, les professionnels sont bien au fait de sa problématique
mais les troubles du comportement, très prégnants durant certaines périodes, excluent souvent de fait Fatoumata du reste du groupe. Durant toutes ces années, la maman de Fatoumata vit seule avec sa fille dans un foyer. Elle ne se fait pas d'amis, ne peut pas prétendre à un nouvel emploi compte tenu du temps qu'elle doit accorder à son enfant. Elle n'a plus de contact avec le père de Fatoumata, ni même avec sa propre famille au Mali. À la maison, mère et fille se comprennent. Mais madame ne reconnaît pas Fatoumata dans les descriptions données par les professionnels du centre. Après de longues démarches administratives, un appartement est proposé à madame. Elle a alors un nouveau compagnon et un petit Djibril naîtra de cette union. Fatoumata, alors âgée de 10 ans, s'attache à ce deuxième papa et l'évoque très fréquemment en lui attribuant un signe. Il vient de temps en temps, mais ne s'installe pas dans l'appartement familial. Par la suite, Djibril, le petit frère, ira chez son père le week-end, mais Fatoumata n'est pas la bienvenue. Sa maman ne connaît personne dans ce nouveau quartier et se sent très isolée. À l'âge de 13 ans, Fatoumata quitte le centre où elle était accueillie depuis plus de 10 ans. Un établissement beaucoup plus grand lui propose une place en externat dans une section pour enfants sourds avec handicap associé. Malgré une présentation de Fatoumata par les professionnels qui l'ont connue, de nombreuses questions se posent au sein de son nouvel établissement. Pourquoi ressent-elle le besoin permanent d'aller courir dans la cour? Pourquoi n'obéit-elle pas? Comprend-elle les demandes des professionnels? Pourquoi ne signe-t-elle pas mieux? Comment la canaliser sur les apprentissages? Dans cet établissement, de très nombreux professionnels démissionnent et une nouvelle équipe se met peu à peu en place. Fatoumata, alors âgée de 15 ans, change plusieurs fois de référent en cours d'année. Elle prend finalement le parti de choisir le référent qui lui plaît, en quittant régulièrement le groupe éducatif auquel elle appartient. La maman de Fatoumata se sent à nouveau mal comprise. Elle a le sentiment d'une remise en cause de l'éducation qu'elle donne à sa fille. Elle culpabilise de son manque de disponibilité du fait d'une formation professionnelle qu'elle entreprend. À cette période, le psychiatre qui suivait Fatoumata depuis plusieurs années prend sa retraite. Un nouveau médecin le remplace et reçoit Fatoumata et sa maman en entretien régulier. Les difficultés au centre évoquées par la maman, ainsi que le constat d'un comportement alimentaire compulsif, incitent le médecin référent du syndrome Charge à réinterpeller le centre La Plane. Les différents partenaires se concertent au sujet de Fatoumata. Quelques semaines après, je me rends dans l'établissement où la jeune fille est accueillie. Ce sont bien ces troubles de comportement qui questionnent encore l'équipe. D'ailleurs, la maman est fréquemment appelée par l'établissement. Les difficultés comportementales de sa fille lui sont transmises. Lors d'une réunion avec les professionnels, je me propose de les soutenir dans la mise en place de moyens de communication adaptés. Dès lors, une nouvelle éducatrice s'investit avec intérêt et pertinence dans l'accompagnement de Fatoumata, avec une supervision régulière de ma part en visio. C'est pourtant une autre référence éducative qui est prévue pour Fatoumata à la rentrée scolaire suivante. Concernant la vie familiale, la maman de Fatoumata me confiait récemment son épuisement. Jusqu'alors très en communication avec sa fille, madame est désormais débordée par l'impulsivité et les obsessions de celle-ci. Besoin incessant de sortir, de se rendre en transport en commun dans des endroits très ciblés de Fatoumata, de vouloir acheter du coca ou autre boisson. Un jour, alors que Fatoumata se promenait au marché avec sa maman, son agitation fut telle qu'elle endommagea l'étal d'un commerçant et se mit à bousculer brusquement et violemment les passants. Les lieux ouverts,
le bruit, la foule favorisent l'agitation de Fatoumata. Cet état entraînant lui-même en boucle un besoin obsessionnel de sortir du domicile. La jeune fille a aujourd'hui 16 ans et demi. Elle est grande, imposante et ne contrôle pas sa force. La situation devient difficile en famille. Fatoumata ne tient plus compte de la fatigue de sa mère, ni des choix de son petit frère, constamment obligé de suivre le mouvement. Madame est en souffrance, mais n'ose demander de relais auprès de l'établissement, sous forme d'un internat partiel par exemple, du fait des troubles du comportement, qui selon elle risqueraient de compromettre son accueil. Au final, de nombreuses observations attestent de réelles compétences sur le plan conceptuel chez Fatoumata. Mais ces difficultés comportementales sont pourtant au premier plan des préoccupations de son entourage et laissent présager un parcours de vie complexe. Donc voilà, au terme de cette histoire très jalonnée de séparation, d'éloignement, de rupture, qui ne sont pas, on l'a vu, toutes liées à des problèmes de communication, mais d'abord à des problèmes psychosociaux au départ, tous les problèmes liés à l'exil que cela peut entraîner, le retentissement de l'exil sur Fatoumata, mais aussi sur la maman. D'accord. Le retentissement de l'exil sur Fatoumata et sur la maman, et en boucle sur Fatoumata. Bon, voilà. Les séparations liées, les ruptures liées à la situation familiale, qui sont elles-mêmes liées à l'exil, voilà. Ça commence comme ça. Voilà. Donc là, déjà, il y a énormément, dans ce contexte, on voit énormément d'occasions de rupture. Après, il y a toutes les occasions de rupture qui peuvent être liées à l'interaction des troubles, qui sont au sein desquels on a vu qu'elle avait une atteinte vestibulaire complète, et on sait par expérience, enfin nous on voit beaucoup d'enfants au centre La Plagne qui ont des atteintes vestibulaires, du fait qu'on a beaucoup de sourds. Et donc, on sait par expérience que ces atteintes vestibulaires, surtout si elles sont complètes, entraînent beaucoup de troubles, elles-mêmes, de troubles du comportement, des troubles cognitifs, et surtout si elles sont conjuguées avec d'autres atteintes sensorielles, notamment visuelles ou auditives, ce qui est le cas de Fatoumata. L'atteinte vestibulaire en soi, par exemple, a une incidence sur l'appréhension de l'espace et a des conséquences en termes d'agoraphobie, qui sont beaucoup décrites chez Fatoumata. Voilà. Donc tout ça, c'est important de l'expliciter, et on a pour expérience que d'expliciter ces interactions de troubles, notamment les troubles, mais aussi les compétences. On voit que Fatoumata, par exemple, a des compétences en termes conceptuels, Anne a parlé, en termes... Enfin, c'est une enfant qui a vraiment des compétences, j'arrive pas à trouver le mot, c'est pas conceptuel, mais bon, c'est autre chose, bref. Vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est pas évident au premier plan, il faut vraiment l'observer, l'évaluer pour pouvoir bien l'observer pour pouvoir mettre cela en évidence. Et c'est important, ça rentre dans la compréhension de Fatoumata, parce que effectivement, peut-être on peut penser que elle est d'autant plus irritable dans certaines situations que elle comprend la situation. Voilà. Bon, évidemment, les ruptures, les séparations, les éloignements qui sont liés aux problèmes de communication qui sont majeurs. On voit que même la langue des signes ne passe pas chez Fatoumata, et c'est certainement aussi lié aux troubles du regard, qui sont eux-mêmes liés aux troubles vestibulaires.
Bon, les séparations, les ruptures liées à l'interaction des atteintes visuelles, auditives, enfin bref, on en a beaucoup parlé, le CRESAM en a beaucoup parlé. Et les ruptures liées aux troubles psychiatriques, dont on peut penser qu'ils sont eux-mêmes secondaires aux troubles de communication, mais pas que, on ne sait pas. Et les troubles, notamment les troubles boulimiques, qui d'emblée excluent Fatoumata, d'autant plus qu'elle ne peut pas les parler, elle ne peut pas mettre la distance nécessaire par le langage par rapport à cela. Et voilà, donc en gros, il y a maintes occasions de rupture, de séparation, d'éloignement qui interagissent entre eux et qu'il s'agit donc d'expliciter pour avoir une meilleure compréhension de la personne. Donc on l'a dit, hein, l'exil qui entraîne des ruptures donc, par rapport à son pays d'origine, la séparation de son papa, du reste de sa famille, qui entraîne des risques de dépression, de retrait, la situation familiale, le nouveau papa, le petit frère mais qui lui-même s'éloigne, la relation fusionnelle avec la maman qui elle-même a une conséquence en termes de risque de dépression, de retrait, les hospitalisations dans la petite enfance, très importantes, qui entraînent la séparation de la maman, des problèmes de douleur, qui eux aussi séparent l'enfant de l'environnement, de son contexte, et qui créent des occasions d'incompréhension. L'atteinte multisensorielle, bon ça on en a parlé, on vient d'en parler, qui crée une perception floue et déformée de l'environnement. Et le risque, c'est évidemment essentiellement dû à ça, le risque de difficultés d'accès au langage, ce qui est le cas de Fatoumata. Donc elle n'a pas la possibilité de prendre cette distance qui est apportée par le langage. L'atteinte vestibulaire, donc on lui fait un sort parce que c'est vraiment, on sait combien c'est important dans le développement des troubles du comportement, parce que l'atteinte vestibulaire a des conséquences en termes de structuration spatiale et temporelle et donc de non-compréhension de l'environnement. Les difficultés de contrôle, les troubles psychiatriques, le problème de boulimie, de surpoids, qui lui aussi opère un décalage psychosocial. Et tout ça se revient en boucle et tout s'interconnecte. Le risque, c'est vraiment l'incompréhension du comportement et le rejet de la part d'autrui. Voilà. Et qui entraîne lui-même un risque de dépression, de retrait, et voilà. Et on revient à la case départ. Et tout ça, c'est très très important de l'expliciter aux équipes. On sait combien ça peut apaiser, de savoir, par exemple, qu'un trouble vestibulaire, ça peut occasionner tel et tel comportement. Mais pas que, et pas que le trouble vestibulaire, mais c'est l'interaction de tout ça. Les professionnels sont souvent très intéressés par ces explicitations qui leur permettent de comprendre mieux et donc de prendre un peu plus de distance. Alors la famille aussi, les familles sont très demandeuses en général de cette compréhension et de compréhension du profil de leur enfant et surtout du lien avec le comportement de l'enfant. Pourquoi à ce moment-là il se met en colère, etc. Bon, voilà. Alors on peut émettre des hypothèses. Et puis alors à la personne elle-même, quand on peut, et même chez des enfants, justement à l'aide des dessins situationnels dont je parlais ce matin, c'est informer... informer, c'est différent de communiquer, comme a dit tout à l'heure très justement, je ne sais plus qui, mais informer, il s'agit d'informer en communiquant. Voilà. Et c'est très important d'informer l'enfant sur, à ce moment, tu ne supportes pas telle chose parce que voilà, tu as tel et tel problème, peut-être. Je ne peux pas faire ça à tout le monde, tout le temps, et voilà. Mais on sait par expérience que ça, c'est aussi très apaisant pour les personnes
d'avoir ces explicitations et d'avoir des supports. Alors là, des supports de communication, justement, à l'aide de dessins situationnels qui sont créés comme ça au fil de la communication, au fil de l'interaction, au fil du dialogue, et qui permettent que l'enfant, que la personne peut garder, et qui permettent cette élaboration finalement de l'identité d'une certaine façon. Voilà. 5 minutes, ben voilà, conclusion. Donc, on a une origine multifactorielle des ruptures. Donc, de l'extérieur, on ne voit de Fatoumata que les troubles du comportement, hein, c'est souvent ce que voient les personnes. Et les professionnels, pour la plupart, évoquent les troubles du langage et de la communication. Seulement, bon, c'est pas seulement les troubles de la communication qui sont en cause, hein, on a vu toute une série de problématiques, et il y a une intrication de causes qui sont mises en évidence par ce que nous appelons la réalisation d'un diagnostic fonctionnel qui prend en compte à la fois l'histoire, à la fois les troubles, à la fois les compétences, à la fois les problèmes psychosociaux, les situations linguistiques aussi, c'est important. Voilà. Et si ce diagnostic n'est pas explicité, il y a souvent une incompréhension des professionnels face aux troubles du comportement qui peuvent être très très envahissants, et donc une aggravation des troubles et des risques de rupture. Voilà. On est pile poil. Merci et bravo pour la ponctualité, c'est super. Merci beaucoup. Est-ce que ça appelle de votre part des questions, des envies d'approfondissement, des remarques? La journée fut longue. Alors c'était d'une clarté et d'une limpidité. On vous a abasourdi. Si. Ben, en effet, moi je pense que cette... Ah, pardon. Oui, peut-être que... effectivement, on a bien pigé comment vous travaillez à un diagnostic très fonctionnel et global de la situation. Et après, comment on ouvre des pistes de travail pour les équipes, finalement, à partir de ce diagnostic? Tu réponds? Donc effectivement, la première étape pour nous, c'était effectivement de bien comprendre le profil du jeune. En l'occurrence, c'est à partir de tous les écrits, enfin de tout ce qui a été écrit par les professionnels depuis la plus petite enfance de Fatoumata. Et puis, une fois qu'on a donc essayé de cerner le profil de la jeune, avec effectivement le diagnostic fonctionnel dont parle Elisabeth, il y a effectivement une compréhension différente des professionnels. Ah oui, elle va courir dans la cour, mais ce n'est pas juste un problème de comportement. Elle a un syndrome charge qui appelle des tensions importantes, et donc elle a besoin de décharger ces tensions. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et effectivement, nous, on intervient aussi donc, pour essayer de donner des pistes de remédiation. C'est par exemple comment on va pouvoir installer Fatoumata de façon optimale pour dialoguer avec elle. J'ai dit qu'on ne pouvait pas dialoguer avec elle dans la rue parce qu'elle a trop de difficultés d'équilibre et de regard. Et comme elle a des difficultés de regard, elle ne peut pas marcher et regarder une personne signer en même temps. Donc si on veut être dans un dialogue plus pertinent avec elle, il est déjà nécessaire de pouvoir l'installer correctement. Voilà. Donc on donne à partir du diagnostic fonctionnel qui est établi, à partir de nos observations, mais aussi des observations des professionnels et des familles, eh bien, on essaye vraiment de
pour chaque jeune, la situation est différente. Donc on essaye, avec l'expérience que nous avons de travail auprès de ces jeunes, nous avons longuement travaillé auprès d'enfants sourds avec handicap associé, nous essayons de proposer des remédiations pour la situation de la jeune. Et puis nous sommes sans arrêt, nous essayons d'être en interaction avec les professionnels pour qu'ils nous donnent de nouvelles observations concernant l'enfant à la lecture de ce diagnostic fonctionnel. Et donc c'est sans arrêt un échange, dans la mesure de nos possibilités, un échange entre les professionnels, la famille et nous, et quand c'est possible la personne en situation de handicap, pour proposer des outils de communication adaptés. Oui, pour juste, ce que vient de dire Anne me fait penser qu'à midi, pendant la pause, il y a une personne qui m'a parlé de tâtonnement, et je pense que c'est ça. Les outils de remédiation, par rapport à ce profil fonctionnel, on essaie dans les équipes de les faire passer dans un dialogue avec chaque professionnel par tâtonnement. Parce que les personnes sont toutes différentes, et on ne va pas pouvoir, avec même profil, si tant est que ça puisse exister, que deux personnes puissent avoir exactement le même profil fonctionnel, selon le tempérament de la personne, selon sa situation, selon son âge, selon je ne sais pas quoi, il ne va pas falloir adapter les choses de la même façon. Voilà. Et on tricote vraiment les outils de remédiation. Voilà, c'est pas... Je voulais ajouter par rapport à ce qui a été dit ce matin, c'est qu'on part vraiment de l'observation fine de la personne pour pouvoir développer des outils. C'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que, bon, bien sûr, on a des outils qu'on connaît à disposition, notamment nos pictogrammes, dessins situationnels, mais c'est souvent la personne qui nous donne le fil conducteur de ce qui est possible de faire. Tel jeune va, malgré sa surdité, être plus en situation de compréhension orale. Bon, on est étonné quand on voit son profil, mais finalement, c'est ce que la jeune montre, alors que tel autre, voilà. Donc, on est vraiment absolument convaincu que l'observation fine de la personne, c'est-à-dire croiser les professionnels, en premier lieu les parents, la famille, les professionnels, et puis notre regard aussi, eh bien cette observation croisée permet vraiment d'ajuster les propositions de remédiation. Alors, nous avons une question dans la salle. Moi, j'ai juste une question. C'est de savoir où s'arrête votre intervention, en fait. Et est-ce qu'il y a eu vraiment des réels progrès qui ont été constatés avec Fatoumata au final? Alors, au centre Robert Laplane, comme dans les centres ressources nationaux, nous n'intervenons pas directement auprès de la personne, mais en fait, notre action, elle va durer longtemps pour Fatoumata. C'est-à-dire que j'ai travaillé notamment avec une éducatrice qui s'est emparée des moyens de communication que je lui ai proposés. Et en fait, notre accompagnement, il durera le temps nécessaire, et c'est-à-dire qu'il y aura peut-être un moment où ça va rouler, entre guillemets, où les professionnels auront bien saisi comment fonctionne Fatoumata. Et puis il y aura peut-être, quand elle aura 20 ans, il y aura peut-être à nouveau une situation de rupture. Et nous pourrons être à nouveau réinterpellés par la maman, par la personne en elle-même. Bon, peut-être Fatoumata ne sera pas en mesure, mais ça peut arriver qu'on soit interpellé directement par la personne. Donc en fait, nous intervenons notamment dans les situations de transition, en essayant de faire en sorte que ce ne soit pas justement une rupture de parcours. Voilà. Une autre question. Vous avez parlé du fait que les atteintes vestibulaires entraînaient des nouveaux troubles du comportement. Vous pourriez expliciter un tout petit peu plus, s'il vous plaît? Ça nécessiterait toute une communication. Les atteintes vestibulaires,
peuvent... Alors, il y a deux grands types de troubles qui sont entraînés par les atteintes vestibulaires. Il y a une problématique liée au regard. C'est par exemple, pour cela, par exemple, que Fatoumata ne peut pas signer en marchant, ou je ne sais plus ce que tu as dit, parce que lorsqu'elle bouge, son regard n'est... Lorsqu'elle-même, elle marche, son regard n'est pas stable. Donc il y a un problème de stabilité du regard. C'est un peu plus compliqué que ça, mais ça, bon, voilà. Et deuxièmement, il y a un problème ça entraîne un problème de structuration spatiale et notamment d'attention spatiale. Voilà, d'attention spatiale. Et c'est pour ça que, par exemple, il peut y avoir des gros problèmes de comportement dans des espaces ouverts, dans des espaces où il y a beaucoup d'éléments, dans des salles, par exemple, travailler avec un enfant dans une salle où il y a beaucoup trop chargé, avec un enfant vestibulaire, c'est compliqué. Voilà. Sur le site internet du centre Robert Laplane, vous pourrez trouver des éléments plus précis sur notamment les troubles vestibulaires, ainsi que sur la démarche de communication que nous utilisons avec les jeunes, enfin que nous essayons de transmettre aux équipes. Voilà. Encore une question? Oui. Oui, juste une question. Vous avez parlé de diagnostic fonctionnel et de profil fonctionnel. Pour savoir si vous avez une méthodologie, parce que c'est la première fois que j'entends parler de diagnostic fonctionnel ou d'outils, en fait, pour pouvoir, parce que je trouve ça très intéressant. Et voilà, c'était pour juste ça. La méthodologie, elle est très globale, on va dire. Après, notre méthodologie essentielle, c'est pour mettre à jour un diagnostic fonctionnel, c'est essentiellement mettre en évidence les difficultés de la personne, les troubles à partir des difficultés observées, de mettre en évidence les troubles de la personne et de mettre en évidence aussi ses compétences et d'envisager, à la lumière de la connaissance que nous avons de ces atteintes, ces atteintes sensorielles, ces atteintes neurologiques, ces atteintes somatiques éventuellement, de mettre en évidence les interactions entre tous ces troubles et ces compétences. Et une fois qu'on a fait ce diagnostic, qui est un diagnostic neurophysiologique, on peut dire, ou je sais pas, et on élargit le diagnostic par rapport à aussi l'histoire de la personne, par rapport à son histoire psychosociale. On a vu pour Fatoumata l'exil. On peut pas ne pas penser que cet exil n'a pas eu de conséquences sur son comportement, et sur sa trajectoire de vie. Et donc, et ne serait-ce que par l'intermédiaire de la maman. On voit bien combien la maman souffre de cet exil. Donc, vu la relation fusionnelle de Fatoumata et de la maman, bon voilà. Bref, c'est pour vous dire que c'est la méthodologie. Je ne sais pas si on peut parler de méthodologie, mais il s'agit vraiment de progresser petit à petit. Comme on disait tout à l'heure, c'est encore du tricotage. Du tricotage de façon à arriver à une vision globale où, autant que faire se peut, on pense tout en même temps. Mais c'est ça qui est difficile. Merci beaucoup. Et ce, depuis que l'enfant est tout jeune, est tout petit. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup pour cette intervention, ces échanges. Je pense que, on peut les applaudir.